Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode, ce troisième webinar France DevOps, organisé aussi avec Nant DevOps et Nant Docker. Aujourd'hui, Thomas Ranou qui va nous parler donc de multi-cloud. Il va nous faire un petit Rex sur la mise en place d'un pipeline d'intégration en cas d'un de ses projets qu'il a eu l'occasion de réaliser. Et donc, on va parler de mise en place de script Terraform, de Kubernetes, tout ça sur Azure DevOps pour un déploiement Kubernetes sur Azure, AWS et GCP. Thomas, je me trompe pas, on est bien, c'est bien C'est bien ça, c'est parfait. bien ça. Pendant que j'ai la parole, je vous invite aussi tous à aller sur francedevops.fr pour avoir accès à la liste des prochains webinars qu'on organise là sur les mois à venir. Et précision, pendant le webinar, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le menu de droite et de liker aussi de voter pour les questions qui sont posées si certaines nous semblent pertinentes. On prendra un moment après le talk pour passer en revue les différentes questions. Thomas, je te les adresserai et je te laisserai y répondre. Yes, Je te laisse la parole. À tout à l'heure. super. Merci Thomas. Hop, je vais mettre tout de suite mon partage d'écran. Tac. Voilà. Très bien. Bah, merci Thomas pour cette introduction et merci à tous d'être présents pour cette présentation. Donc, je m'appelle Thomas Ranou, je travaille chez Soprasteria en tant qu'architecte cloud et cette présentation, je l'ai réalisée avec 2 collègues, Sébastien et Yves, mais aujourd'hui, voilà, pour des raisons, heu, sanitaires, que vous comprendrez, je suis tout seul à la faire. Donc, comme l'a dit Thomas, on va s'intéresser aujourd'hui à, à Kubernetes et à son déploiement sur plusieurs, cloud providers. S'intéresser notamment à l'automatisation de ces déploiements, hem tant la partie infra que applicative et on va voir comment on peut mettre en œuvre, tout ça. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poster dans le chat, on y reviendra, par la suite. Hop, tac. Alors du coup, l'idée derrière ce talk, c'était de mesurer en fait de quelle façon on pouvait, appliquer toute cette industrialisation, donc d'infra, et d'applications, sur les différents cloud providers, en étant, de façon la plus agnostique, possible. Parce qu'en effet, on se rend compte que maintenant, beaucoup d'entreprises s'intéressent, au cloud et pour certaines, au multi-cloud. Donc, l'idée, c'était de voir heu, si on pouvait, mmh, facilement, configurer, de l'industrialisation, multi-cloud, en étant basé sur, une stack, Kubernetes. Donc Kubernetes, je fais un petit focus, rapidement. Hem, donc Kubernetes, c'est l'orchestrateur de conteneurs, Docker de Google. Je pense que, aujourd'hui tout le monde, en a entendu parler et cet orchestrateur, donc il a d'abord été développé par Google, puis offert, à la Cloud Computing, heu, Native Foundation et maintenant il est, maintenu par un consortium d'entreprises, comme Google, Microsoft ou Red Hat et le but de cet outil, beh, c'est de faire de l'orchestration de conteneurs Docker, à savoir, automatiser, le déploiement, la réplication de conteneurs, garantir leur haute disponibilité, heu, détecter les problèmes sur les applications pour pouvoir les recréer et cetera. Kubernetes, ça fonctionne, via un mécanisme, d'état attendu où en fait on lui fournit la définition d'un état, et c'est Kubernetes qui va garantir que cet état est atteint. Par exemple, je veux déployer
telle application au travers de N pods pour la faire tourner. Je veux configurer, un load balancer pour exposer cette application. Donc tout ça, moi, je le définis et c'est Kubernetes qui va s'en charger, pour moi. Au niveau architecture, très rapidement, Kubernetes, ça fonctionne avec un système de master, et des nodes. Donc le master, c'est, la partie, on va dire, centrale de du cluster kube. D'accord? Donc c'est ce qui va exposer notamment le point d'entrée du cluster et les nodes, c'est, ce que nous, utilisateurs de la plateforme, allons, manipuler pour y déployer, nos applications. Donc on a des nodes, ce sont en fait des machines virtuelles, hem et dans ces nodes, nous allons déployer des applications au sein de nos pods. On va rentrer dans le détail après, ne vous inquiétez pas. Alors Kubernetes maintenant, bah, c'est une plateforme qu'on peut déployer, dans le cloud comme, on premise et ce qui est top, c'est que les clouders, hem, proposent chacun leur, offre, managée Kubernetes. Donc, avec, Azure, ça s'appelle, AKS, Azure Kubernetes Services. Pour Amazon, c'est EKS, Elastic Kubernetes Services et pour, GCP, c'est GKE, Google Kubernetes Engine. Et le but de ces offres, en fait, c'est de, si je reviens sur mon schéma ici, grâce à ces solutions managées, en fait, nous, on n'aura pas à s'occuper du tout du master. C'est le cloud provider qui va, garantir pour nous le bon fonctionnement, du master, le fait qu'il soit toujours disponible, heu, qu'il soit résilient. Donc cette partie-là, avec les offres que je viens de citer, je n'ai pas besoin de m'en soucier. Moi, j'aurais juste à me concentrer sur la partie node et à y déployer, heu, mes applications. Et ça, c'est déjà, c'est déjà un grand pas parce que s'occuper de l'administration d'un master Kubernetes, c'est loin d'être donné à tout le monde. Donc ces offres dans le cloud, elles nous garantissent, heu, une disponibilité, totale, une scalabilité à grande échelle, les mises à jour de notre cluster que le provider va nous pousser, automatiquement et bah, l'intégration en fait dans l'écosystème, cloud, c'est aussi utile, à ce niveau-là. C'est-à-dire que, si vous déployez votre cluster dans Azure, vous allez pouvoir configurer très facilement, un Azure Monitor pour, pour le monitoring de votre cluster. Pareil, si vous le déployez dans AWS, vous allez pouvoir intégrer très facilement un CloudWatch pour surveiller votre cluster. C'est aussi un des forts avantages de déployer, heu, son cluster Kubernetes via une, solution managée d'un cloud provider. Donc ça, c'est pour Kubernetes et on va également s'intéresser à 2 autres outils. Donc on a, Terraform, qui est un outil d'infrastructure as code, voilà, qui a une popularité, désormais, qui est plutôt pas mal. Voilà, on en entend beaucoup parler et c'est vrai que c'est un outil qui va nous permettre très simplement de, de décrire en fait notre infrastructure. Donc via un cloud provider, on va pouvoir, décrire, que l'on veut des VM, des réseaux virtuels, un load balancer par exemple, mais on peut aussi s'en servir pour déclarer un cluster Kubernetes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va également manipuler, l'outil d'intégration déploiement continu de Microsoft qui s'appelle Azure DevOps. Donc c'est l'équivalent d'un Jenkins par exemple, d'un GitLab CI et
Voilà, le but de cet outil, c'est de pouvoir configurer nos pipelines d'intégration et déploiement continu pour pouvoir déployer du code, quel que soit le langage et quelle que soit la cible. Donc, si vous voulez déployer une application .NET Core dans Azure, bon, a priori, il n'y aura pas trop de problème. Si vous voulez déployer une application Java dans GCP ou AWS, ça ne posera pas de problème non plus. C'est la plateforme est ouverte à toutes les technos et à tous les langages. Pour les comment dire? Tac, hop, je me mets en mode présentation, ça a été demandé. Hem, pour comment dire? Les fonctionnalités qui pourraient manquer, sur la plateforme, vous avez, la possibilité d'ajouter des extensions, en fait, heu, pour, heu, pour ajouter, voilà, l'automatisation dont vous avez besoin et qui n'est pas forcément présente dans la plateforme. Donc il y a un marketplace pour pouvoir, ajouter, ces extensions suivant ses besoins. Tac, et on a fini avec, la présentation des slides. Du coup, maintenant, on va passer au concret. Démo, hop. Alors, j'ai fait j'ai défini une petite, timeline pour vous présenter, les différentes choses dont on va parler. On y reviendra au fur et à mesure pour bien situer à chaque fois où on où on est et comment on avance dans la présentation. Donc, notez bien vos questions au fur et à mesure, je pense qu'il y en aura pas mal. On va aborder quand même beaucoup de choses, donc forcément, vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les points. Alors, première partie, le code Terraform. Le code Terraform, donc pour décrire en fait notre cluster. Tac, tac. Voilà. Alors je vous montre un exemple de code Terraform. Voilà, donc ça c'est le script Terraform qui permet de déployer un cluster Kubernetes dans Azure, donc via la solution AKS. Alors petite précision, il y a une idée assez répandue avec Terraform. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais au départ. C'est que votre script Terraform, quelle que soit la cible de déploiement, euh, il sera, euh, il sera identique. En fait, c'est pas du tout le cas. Je vais agrandir un peu. Hop. Non, pas vraiment. Je sais plus où c'est. En fait, suivant la cible, donc là, en l'occurrence, Azure, AWS ou GCP, votre script, il va être complètement différent. Vous allez manipuler des, des notions qui sont similaires. Donc, typiquement, puisqu'on parle de Kubernetes, on va manipuler des pools de nœuds. Hop, j'essaye. Ah, voilà, oui, ça marche mieux. J'étais avec ma molette pour zoomer, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, oui, je disais, hop, on va manipuler des notions qui sont identiques, mais la cible, suivant la plateforme, suivant le cloud provider, en fait, le script Terraform va être complètement différent. Donc, par exemple, avec Azure, je vais devoir
déclarer la ressource Azure RM Kubernetes Cluster. Donc, je définis un certain nombre de propriétés, hein, le nom de mon cluster, sa localisation, donc la région de déploiement dans Azure. Je vais définir un node pool, donc ça, c'est euh, les nœuds qui vont héberger mes applications. Euh, donc avec la taille des machines virtuelles. Je vais configurer du réseau. Et si je regarde côté Amazon, par exemple, eh ben, on voit que là, j'utilise un template Terraform AWS Module EKS. Je vais aussi devoir donner un nom et une localisation à mon cluster. Je vais devoir déclarer mes nodes qui sont ici. Là, on parle de worker group. Donc là, on voit bien qu'on manipule des notions similaires, mais qu'elles ne sont pas présentées de la même façon, tout simplement. Donc, à ce niveau-là, on est sur un cloud provider, un script Terraform, pour définir la même chose. Là, en l'occurrence, mon script, il va déployer la même chose dans AWS, Azure et GCP. Donc, je déploie un cluster Kubernetes avec, avec 3 nodes qui vont être répartis dans plusieurs data centers d'une région du cloud provider. Et je les déploie sur plusieurs data centers grâce à la notion d'availability zone. Voilà. Donc, ça, c'est la seule subtilité de mon cluster, en fait, c'est que j'ai demandé un déploiement via des zones de disponibilité pour s'assurer que s'il y a un data center du cloud provider qui n'est plus accessible, et ben mes nodes vont rester disponibles, mes applications vont rester disponibles parce que mon application, je l'aurai déployée sur plusieurs data centers. Si on regarde du côté de GCP, hop, ici on utilise voilà, une ressource Google Container Cluster. On a toujours un nom, une localisation, et là, on parle de Google Container Node Pool pour mon pool de nœuds. Voilà, donc là encore, on, on voit qu'on est sur un script qui n'a pas grand-chose à voir avec les deux précédents, même si on parle toujours des mêmes choses. Tac, tac, tac. Donc maintenant, on a écrit nos scripts Terraform. J'ai pas précisé, mais on a la notion de comment dire, de variable qu'on peut intégrer à nos scripts, par exemple ici, pour voilà, pour rendre son script Terraform configurable, hein, suivant l'environnement, bien sûr. Donc ça, c'est bon. On a nos différents scripts. Donc maintenant, on va voir comment on peut automatiser le déploiement avec Azure DevOps. Tac. Alors, tac, on va aller là. Donc, dans Azure DevOps, j'ai créé plusieurs projets. Donc là, j'ai créé un projet un projet d'infrastructure pour chaque cloud provider. Donc j'ai un projet Terraform, GKE, EKS et AKS. Dans ce projet, si je regarde pour Azure, j'ai un repo de code source avec donc mes différents fichiers, hein, que je vous ai montré juste avant. Donc on retrouve ces fichiers et j'ai ce qui s'appelle un pipeline pour automatiser le déploiement de ce script Terraform. Donc mon pipeline, il est ici.
Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que dans les différents pipelines des différentes solutions, eh ben, on va retrouver quasiment la même chose. Donc, mon pipeline, tac, 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 la partie intéressante commence ici. Alors, on va faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va s'occuper des variables de notre script Terraform. Donc, dans Azure DevOps, vous avez la possibilité de configurer des variables d'environnement. Donc, par exemple, une souscription cible, le nom de votre cluster si vous le souhaitez, heu, le, l'identifiant qu'il va utiliser pour être créé, ce genre de choses. Et du coup, vous avez forcément besoin d'une étape pour appliquer heu, vos variables Azure DevOps à votre script Terraform. Alors si on regarde ici, mes variables, elles sont configurées au niveau de mon pipeline. J'ai un onglet variable ici. Donc vous voyez là, j'ai variabilisé le nom de mon cluster, le service principal qui va être utilisé pour le déploiement, la localisation et le nom de mon ressource groupe. Du coup, si je reviens là où j'étais avant, hop, cette tâche-là va me permettre de récupérer mes variables et de les injecter dans mon script Terraform. Ensuite, Terraform, ça fonctionne avec 3 instructions: init, plan et apply. Donc le init va me permettre de me connecter à mon tenant, à mon cloud provider en fait. Donc ici, je fais un init avec un provider Azure RM. Et j'ai configuré en fait un back-end pour stocker le TF state Terraform. Donc c'est le fichier dans lequel il va enregistrer toutes les informations relatives au déploiement. Comme ça, si demain mon script évolue et que je dois faire une mise à jour, Terraform va se baser sur ce TF state pour mesurer en fait ce qu'il doit créer, modifier ou supprimer. Donc ça, c'est pour le init. J'ai ensuite un Terraform plan, où là, il va comparer en fait le contenu du TF state et ce que je lui demande dans mon script pour savoir ce qu'il doit modifier. Et ensuite, je fais un apply pour valider le changement de, de mon infrastructure et qu'il la déploie sur le cloud provider. Donc ça, c'est mon pipeline. Normalement, si vous avez suivi, vous vous êtes rendu compte qu'il manque quelque chose, c'est la façon dont je me connecte à mon tenant Azure pour le coup. Ça se passe via les services connexion, où j'ai ici une Azure connexion en l'occurrence. Et si je regarde comment ça se passe, j'ai my subscription ID et un service principal pour l'authentification avec une clé associée à ce service principal. Donc avant de configurer votre pipeline Azure DevOps, il faut que vous ayez géré cette partie connexion pour que Azure DevOps puisse déployer des choses dans votre tenant Azure ou sur AWS ou GCP. Si je regarde d'ailleurs pour AWS et GCP, je vais avoir exactement la même chose. Là, j'ai basculé sur le projet Terraform EKS. Donc dans Service Connexion, je retrouve une AWS connexion que j'ai gérée avec un ID et un secret pour se connecter à mon cloud provider. Donc ça, c'est la partie authente. Sans ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Si je regarde
mon projet justement AWS par exemple. Dans mon repo, je vais retrouver également mon script Terraform, donc qui est bien différent de celui que je vous ai montré juste avant pour Azure, hein. Et j'ai hop, un pipeline qui, en fait, va ressembler beaucoup à ce que je vous ai montré juste avant. On a une étape de gestion des paramètres, un Terraform init avec la gestion d'un TF state, un Terraform plan et un Terraform apply. En fait, là je l'ai pas fait, mais si on positionne les 3 pipelines, les uns à côté des autres et qu'on regarde les différences, en fait, la seule chose qui va changer, c'est la gestion de votre back-end et la connexion en fait au cloud provider. Logique. Donc là, on peut déjà, dresser un premier constat, un premier bilan, c'est que, hem, heu la partie définition de l'infrastructure, donc le script Terraform en lui-même, va être complètement différent suivant le cloud provider. Bien qu'on manipule des mêmes notions, la façon de les décrire va être différente puisque chaque cloudeur a sa sémantique, propre qu'il faut respecter. En revanche, lorsqu'on s'intéresse à l'industrialisation, donc à l'automatisation du déploiement de ce script Terraform, en fait, il y a quasiment aucune adhérence. Vous devez, modifier les ressources propres au cloudeur. Donc typiquement le stockage du TF state qui va se faire dans Azure avec un comment dire? Avec un un storage account. Dans, AWS, ça va se faire avec un bucket S3. Donc voilà, ça vous devez le configurer, heu, différemment suivant la cible, ce qui est logique. Et puis donc, au niveau de votre pipeline, gérer, heu, une connexion qui est également, différente. Hop, alors je regarde si j'ai bien tout dit pour cette partie. Ah oui, heu, ce que j'ai pas précisé, c'est que donc lorsque j'ai géré ma connexion aux aux différents clouders, j'ai dû créer un service principal pour Azure et puis un compte, IAM pour AWS et GCP pour donner forcément des droits sur sur le compte, cloud, à Azure DevOps. Donc il faut des autorisations, ce qui est logique, hein, il faut des autorisations côté cloud pour que Azure DevOps heu, puisse y déployer des choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai géré en amont. Donc les pipelines, de déploiement comme ça de CI/CD, c'est vraiment la cible, en tout cas côté Microsoft et chez les autres aussi, il me semble, hein, pour gérer son industrialisation. Alors si on regarde, j'avais déjà joué ces étapes, auparavant, hein, puisque ça prend un peu de temps à se déployer quand même. Donc on voit que ici côté Azure, voilà, j'ai mon cluster AKS Demo avec un node pool de 3 VM. Côté AWS, j'ai, également mon cluster qui est ici et côté GCP, j'ai mon GKE Demo. Donc ils sont tous disponibles, ils sont tous déployés. Si on regarde au niveau, du pipeline, comment ça se passe, en fait dans Azure DevOps, le déploiement. Donc je vais prendre celui que j'ai réalisé tout à l'heure. Voilà, en fait, on va retrouver ici nos différentes étapes. Donc l'application des variables, Terraform init, plan et apply. Et si je clique sur mon étape, en fait, voilà, et vous avez tous les logs de de ce qui a été effectué.
Voilà, donc ça prend, vous voyez, pour Azure, ça prend 4 minutes environ. AWS, ça prend toujours un petit peu plus de temps, je ne sais pas trop pourquoi. Mais sur 10 minutes environ, GCP, c'est pareil. Voilà pour cette partie-là. Je crois que je vous ai tout montré. OK, on est pas mal. Donc si je reviens sur mon fil conducteur, donc on a fait le code Terraform et on a géré l'industrialisation de ce code avec Azure DevOps. Donc maintenant, on va y déployer une application dans notre cluster. Et pour ça, tac, j'ai un dernier projet qui est là. Voilà. Donc j'ai un projet d'une application .NET Core. C'est une application assez classique, hein, avec, avec son Dockerfile, ça donne ça. Vous voyez, c'est pas dans l'application que réside l'intérêt de cette présentation. Donc voilà, mon application, elle est ici. Tic, tic, tic. Et maintenant, le but, ça va être également de créer un pipeline pour cette application, un pipeline qui va me permettre de déployer mon app dans dans chaque cluster que j'ai provisionné juste avant, dans Azure, AWS et GCP. Donc très bien. Pour ça, j'ai besoin également, dans un premier temps, de gérer l'authentification auprès de mon cluster. Donc ça, pareil, ça se joue dans les services connexion. Et là, on va retrouver une AKS connexion, EKS connexion, GKE connexion. Et là, on va être aussi sur un mécanisme qui va être assez standard, hein, puisqu'on va se baser sur la connexion au cluster par service account. Donc ça, c'est du natif, Kubernetes, hein. Donc il faut que je que je donne en fait à Azure DevOps les informations qu'il a besoin au niveau du service account pour pouvoir déployer dans mon cluster l'application. Alors ça, comment ça marche? Ça va passer par un service account et un secret qui est associé à ce service account. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi un YAML pour appliquer la configuration d'un service account qui s'appelle Deploy Robot, puisque c'est Azure DevOps qui va s'en servir. Et en fait, je lui donne les autorisations pour pouvoir manipuler mon cluster. Donc, ce fichier YAML, je l'ai appliqué sur chacun des trois clusters, sur chaque environnement, avec un kubectl apply. Et il m'a créé donc euh, un service account deploy robot. Et en fait, si je regarde ici, dans les commandes que me propose Azure DevOps pour retrouver mon service account, et ben en fait, c'est ce deploy robot que je vais utiliser. Donc si je fais un exemple, tac. Donc si je prends ma commande qui est ici, non, c'est pas celle-là que je voulais, c'était plutôt celle-ci. Hop. Donc lui, il me propose ce template.
Tac. Et donc là, moi, je sais que ici, c'est deploy robot secret. Hop là. Tac. Et là, je vais récupérer un JSON en fait d'authentification à mon cluster. Et c'est ça que je dois renseigner ici dans Secret. Voilà, donc je fais un copier-coller de ce fichier-là, je le renseigne ici, et ensuite, il ne me manque plus que le endpoint de mon cluster. Donc il me propose cette commande, j'enlève ça, tac, kubectl config view, et voilà, ici j'ai mon URL de connexion à mon cluster. Donc je le renseigne ici, et à ce moment-là, j'ai toutes les informations pour pouvoir me connecter à mon Kubernetes. Donc création du service account via le script YAML que je vous ai montré, et ensuite avec Azure DevOps, on suit le mode up pour récupérer les informations dont il a besoin pour se connecter au cluster. Je le renseigne et ça roule. Hop, je vais fermer ça. Donc là, c'était pour AKS. Si je regarde côté AWS, bah, j'ai exactement la même chose, hein. Je me base toujours sur un service account, j'ai un secret. Et côté GKE, hop, une URL et un secret. Et toujours basé sur un service account. Donc là, on a les prérequis pour pouvoir déployer sur nos différents clusters. Il me manque une dernière chose, c'est une registry pour pouvoir héberger mon application. Donc, je pourrais très bien utiliser la registry d'un des cloud providers, donc Azure Container Registry pour Azure par exemple, mais j'ai choisi d'utiliser une solution tierce. Donc là, je vais déployer dans Docker Hub. Donc ici, je dois également configurer une Docker Hub connexion qui va pointer sur ma Docker Registry avec l'identifiant Thomas Rano. Donc pareil, je lui donne aussi les informations pour pouvoir se connecter à cette registry. Donc là, on a tous les prérequis. Si je regarde maintenant mon pipeline, hop, on va voir ce qu'on va trouver de beau là-dedans. Alors, donc je vous parlais de la connexion à la registry. Donc première étape, hein, je fais un build de mon application. Je vais agrandir un peu. Hop, tac. Hop, on va fermer ça. Voilà. Ça devrait être mieux. Donc je fais un build de mon application via le Dockerfile, logique, et je la push sur ma container registry. Donc ma container registry, je l'ai variabilisée et elle pointe sur la Docker Hub connexion que je vous ai montré juste avant. Donc mon image, elle va s'appeler Netcore App. J'utilise le tag latest, c'est pour la démo, il ne faut pas faire ça en vrai. Et je vais créer un secret pour pouvoir pousser mon image dans les différents clouders. Donc ça, c'est la première étape. Je build et je push mon image Docker. Donc si je regarde dans Docker Hub, vous voyez mon image, elle est là. Elle atterrit ici. Tac. Ensuite, si je regarde, et ben là aussi, on va se retrouver avec quelque chose d'intéressant. Si vous regardez ici sur la droite de l'écran, on voit qu'on a des zones assez identiques, hein. On a une première, une deuxième et une troisième. Bah, en fait, il n'y a pas de mystère, hein, c'est parce que
quelle que soit la cible, là encore, de déploiement, bah, en fait, je vais retrouver les mêmes étapes. Donc le déploiement sur un cluster cube, heu, ça se passe, en deux étapes. Donc d'abord, on a la création de l'image pool secret pour faire le lien, en fait, entre, notre image dans Docker Hub et mon cluster, et ensuite je déploie, heu, je déploie mon image dans, AKS ici, en l'occurrence. Donc là, j'ai une AKS connexion. Si je regarde pour AWS, j'ai la même chose, création du secret et déploiement dans le cluster. Et pour GCP, j'ai la création du secret et le déploiement dans le cluster. C'est exactement, c'est exactement les mêmes instructions, là encore. Il y a uniquement le la cible, heu, donc la connexion, en fait, hein, qui va changer. Ce déploiement, il va se faire, si on regarde ici, via 2 fichiers YAML. C'est les fichiers YAML qui sont utilisés à chaque fois, c'est les mêmes, hein, deployment.yaml, service.yaml. Tac, ici c'est pareil. Donc à chaque fois, c'est ces 2 là que j'utilise. Donc là encore, une définition de, de mon application et de son déploiement, identique d'un cloud provider à l'autre. Si je regarde ces fichiers, dans repo, manifest, deployment, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai le déploiement de mon application, Netcore App, qui va fonctionner avec un pod pour le moment et être exposé sur le port 80. Côté service, ça c'est le load balancer, en fait, que je dois créer, pour exposer, publiquement mon application. Et ben, voilà, je définis tout simplement un load balancer cube qui va faire la redirection de port 80 vers 80 pour pouvoir atteindre mon application. Donc si je regarde, mon appli, elle est déployée, donc ici c'est AWS, là c'est Azure et là c'est GCP. On va faire une petite mise à jour et on va voir comment se déroule le pipeline. Tac, c'est bon, j'ai rien oublié. Touc touc touc. Alors où est-ce que je suis? Hop, file, démo app. Index. Donc on va garder juste le hop, edit. On va garder juste le hello. Hop, toc, hop, toi je te mets là. Hop, update. Voilà, c'est parti. Donc dans pipeline, qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans un premier temps, il va donc faire la mise à jour de mon application. Donc il va la rebuilder dans un premier temps, si je regarde. Il va la rebuilder et la repousser sur ma plateforme Docker Hub. Et une fois qu'il aura fait ça, bah, il va la déployer sur AKS, EKS et GKE. Donc le build et le push, ça va prendre environ 1 minute. Après le déploiement sur le cluster, c'est vraiment hyper rapide. Hop. Alors je vais regarder si je n'ai rien oublié. Donc là, si on récapitule ce qu'on vient de voir, donc on s'est intéressé à la partie
déploiement de l'app. Hop. Voilà, bon là il a fini de build, il va déployer sur les clusters. Donc là, on a vu le push sur Docker Hub, la configuration des clusters, les services connexion et l'intégration et le déploiement continu. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant en live. Si je regarde les logs qu'on a ici, bon, voilà, vous voyez, ça va quand même super vite. Et du coup, il déploie sur les trois clusters en même temps, l'application qui vient de builder est déployée dans Docker Hub. Donc maintenant, si j'ai tout fait bien, si je reviens ici, que je recharge mon application, voilà, elle s'est mise à jour sur les différents environnements. Voilà pour la démo. Bravo, bah oui, bah oui. Donc si on récapitule, on a vu quand même là aussi quelque chose d'hyper intéressant, c'est que, application identique, mais également, heu, pipeline, de déploiement, identique. Donc modulo bien sûr la connexion, au Clouder. On a déployé une application de la même façon dans Azure, AWS et GCP. Donc là, c'est une application basique, hein, mais dans l'idée, enfin l'idée est là, quoi. On n'a pas besoin de mettre en place une stack, heu, de CI/CD, différente, même si la plateforme cible est différente. Donc pour conclure, il me reste 5 minutes. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, je vais mettre en grand écran, c'est que donc on a une forte adhérence au niveau, de l'infrastructure. Donc là, on parle du script Terraform. Notre script Terraform, il va être complètement différent suivant le clouder, Azure, AWS ou GCP. Le script n'a rien à voir, mais les notions manipulées sont identiques. Donc là, si vous faites du multi-cloud, il faudra investir sur, la définition de votre infrastructure, puisque vous ne pourrez pas la réutiliser d'un clouder à un autre. Par contre, l'automatisation, du déploiement de cette infrastructure, heu, là, pour le coup, modulo, la connexion au clouder, c'est la même. C'est le premier pipeline qu'on a vu avec le Terraform, init, plan et apply. Quelle que soit la cible, c'était la même chose. Pour, mon application, bah, là, on a une seule application, un seul Dockerfile et un pipeline qui va cibler, nos 3 clusters. Mais on a bien vu que les étapes, elles étaient identiques d'un clouder à un autre. On utilise, une plateforme Kubernetes, donc on peut manipuler, hem, les 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 principes, de connexion, d'authentification et de déploiement Kubernetes de façon agnostique du clouder. Donc si on résume, hein, le coût de faire du multi-cloud, en fait, ça va essentiellement être au niveau infra et beaucoup moins au niveau, CI/CD et application. Hem, Autre chose à retenir là, on a fait, ce que j'aime bien appeler du code everything, c'est que, on a du code, ou des scripts, pour tout. Donc, on a, du code pour son infra, pour son intégration et déploiement continu et pour son application bien sûr. Et voilà, on a du code partout avec les avantages que l'on connaît, hein, au niveau versionning, et sauvegarde des sources. Heu, donc voilà, ça c'est également super chouette. Et du coup, bah, j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Donc voilà, c'était la conclusion de ce talk. Voilà, le coût du déploiement multi-cloud, c'est surtout son infra qui ne peut pas être mutualisé. Après si, ils décidaient
s'ils décidaient de s'entendre éventuellement sur un langage commun, pourquoi pas, on peut y croire. Puisque au fin de compte, derrière, ce qu'on voit, c'est que les notions sont les mêmes. On parle toujours de région, de VM, de réseau, de zone de disponibilité, heu, mais voilà, c'est un peu utopique comme façon de voir les choses, mais on peut y croire. Pourquoi pas? Merci à tous pour votre présence. Merci Thomas, on va Et prendre, des questions? ouais, on va prendre quelques, tu m'entends bien? Ouais, très bien. On va prendre quelques minutes pour les questions. Éventuellement, on va les trier par nombre de votes. Déjà, la première question, alors, en quelques secondes, parce que ça va être long. Quelle stratégie suivre pour mettre en place le multi-cloud? Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire sur. Alors, la stratégie, ça va être compliqué, mais peut-être quelque chose qui peut nous faire quelques Ouais, pensées. il y a moyen d'en parler pendant Je pense longtemps. qu'il y a un talk complet à faire là-dessus, mais Ouais, c'est sûr, c'est sûr. La stratégie pour le faire, bah, faut idéalement, faut commencer petit, hein, comme ce qu'on vient de voir, par exemple. Ça permet de, voilà, de voir des similitudes dans l'approche, heu, à la fois au niveau infra et au niveau appli. Heu, bien comprendre, surtout, la gouvernance du avec le clouder. Donc ça peut paraître, un peu obscur ce que je dis, mais voilà, déjà comprendre comment gérer sa son son tenant, ses utilisateurs, les autorisations, comment gérer comprendre la facturation et voilà, y aller petit à petit. Si vous ça foncez, marche. bille en tête, ça sera compliqué. Ok, merci. Question suivante. Pourquoi utiliser une stack CI/CD sur le cloud Azure plutôt qu'un autre? Bah, et j'aurais pu, effectivement le faire avec, un autre outil, d'intégration déploiement continu. Ça aurait, tout aussi bien marché. On peut le faire avec les autres outils. Moi j'aime bien, historiquement, j'aime beaucoup, Azure, donc je suis parti sur Azure DevOps. Ça va pas plus loin que ça. C'est un outil, vraiment, vraiment formidable. Ouais, donc un choix personnel aussi. Exactement, Là, exactement. ça marche. Est-ce que tu as été amené à utiliser Helm Chart en particulier? Donc J'ai fait ouais, c'est quand même assez pratique pour, lorsqu'on veut variabiliser ces templates YAML. Là, effectivement, il y en a pas dans cette présentation parce que, ça ajouterait une complexité, à tout ce qui est déjà, présent, donc j'ai choisi de pas en parler, mais effectivement, c'est un outil, recommandé, ouais. Mmh. Pour un vrai usage de Kubernetes en production, ouais. Ok. Comment est-ce que tu gères les workspace Terraform entre les différents environnements? Avec, avec Azure DevOps, tu peux cibler ton environnement de déploiement, donc moi je conseille de le faire comme ça, ouais. Après tu peux, provisionner des clusters différents suivant tes environnements si tu veux ou voilà mutualiser des clusters, pourquoi pas de dev, recettes et ensuite basculer sur un cluster de production, heu, pour, pour la MEP. Après, voilà, tout ça, ça se variabilise avec Azure DevOps. Ça marche. Est-ce que ce serait Et pas l'objet alors? effectivement, je vois dans les messages là, Azure DevOps, voilà, c'est vraiment la plateforme CI/CD de Microsoft. Heu, ça le nom Azure DevOps, peut paraître, enfin le choix peut paraître bizarre, mais voilà, les workflows, et les agents de build sont déployés dans Azure, d'où le nom, d'Azure DevOps. Mais ça, c'est une solution qu'avant on connaissait sous le nom de VSTS, par exemple. Après le cloud Azure, bah, c'est l'équivalent de voilà
du cloud AWS ou GCP avec toutes les briques de déploiement de VM, de fonctions, de clusters, de tout ce que tu veux. Ok. Pulumi, est-ce que tu t'y intéresses un peu? Est-ce que ce serait pas justement l'objectif? Ouais, j'ai vu je t'avoue, j'ai vu cet outil passer. Je m'y suis pas encore intéressé, mais ça mérite, ça mérite que je m'y intéresse, ouais. On commence pas mal à en entendre parler, ouais. Ok. À regarder, clairement. Dans le même style, dans les nouveaux outils, Google Anthos, je sais pas si tu connais, ou alors Non, Azure non, Arc, je connais pas. Azure, hein, pardon? Azure Arc, ARC, ou alors Non. AWS Outpost, en fait, qui sont des outils qui permettent de faire du cloud hybride, de faire du Hmm, multi-cloud proposé par les cloud providers. ok, Google a hein, été, je pense, le premier à à le proposer faire. du cloud hybride depuis Hmm. justement avec Google Anthos. Est-ce que tu connais un peu? Non, c'est pas des outils que j'ai eu l'occasion de tester, non. Mais clairement, si ça permet de faire du cloud hybride, ça mérite Voilà, de voilà, s'y cloud intéresser. hybride et multi-cloud. Enfin, ça dépend. Je pense que, en l'occurrence, aujourd'hui, AWS propose uniquement du cloud hybride, Ouais. mais Google et Azure, eux, proposent du multi. Retour d'expérience. Quels sont les points forts et les faiblesses des trois services proposés sur les trois clouds présentés? Les 3 services, Kubernetes? C'était ça la question, je Ouais, pense? on parle de ça, exactement. AKS, etc. Ouais, Kubernetes. Alors, je dirais que, bon, il y a plusieurs, niveaux. Au niveau prise en main déjà, le plus pour débuter, j'aurais envie de dire que le plus simple à prendre en main, ça va être, AKS, donc d'Azure, parce qu'il, on peut facilement masquer, une partie de la complexité de Kubernetes grâce à AKS, notamment, par rapport à la gestion réseau. On le voit dans les scripts, Terraform, mais, du côté d'AWS, par exemple, heu, il va falloir faire beaucoup plus attention à la gestion des VNets et des subnets pour configurer correctement son cluster. Ce qui est quelque chose qu'il n'y aura pas forcément besoin de faire, tout de suite avec Azure. Donc pour monter en compétence sur Kubernetes, j'aurais tendance à à aller vers AKS, dans le sens où c'est plus simple à prendre en main. Après, les 3 apportent, heu, les mêmes fonctionnalités, et lorsqu'on met vraiment les mains dans le cambouis, on arrive à faire la même chose avec les 3. Il y a pas de souci là-dessus. Ils proposent la même chose au niveau offre managée, au niveau SLA, ils ont comment dire? Des engagements qui vont être, identiques. Ils se maintiennent à jour par rapport à Kubernetes, de façon assez régulière quand même. Ils suivent, au maximum, donc fondamentalement, les 3 solutions, se valent, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Ok, merci. Hamza, est-ce que cette stratégie rentre dans le cadre de Build IT vers Run IT? C'est ça? Qu'est-ce que je suis pas sûr. Est-ce que tu voulais parler de la stratégie qu'il nous a expliqué au début, Build IT, Run IT? Build IT, Run IT. Ah oui, j ouais, d'accord, dans le sens, je pense que ça se recoupe avec, le fait de tout automatiser, de tout scripter, tout automatiser. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière. Ouais, bah, ouais, Ouais. effectivement. Là, on est, c'était un peu l'objet effectivement de cette présentation aussi, hein, c'est de voir que maintenant, grâce au cloudeur, on a quand même la possibilité de tout versionner, de tout automatiser.
y a des outils comme Terraform, hein, qui apportent des solutions pour manipuler un seul langage, typiquement d'infrastructure, même si derrière, après, le code va être différent, on va manipuler toujours les mêmes notions. Donc, on, on, on se rapproche, et c'est tout l'essence du DevOps d'ailleurs, hein, on se rapproche euh, on va avoir besoin de plus en plus de profils qui sont, qui sont capables de tout faire, quoi, qui peuvent provisionner une infra, mettre en place une industrialisation et déployer des applications cloud native. Voilà, on aura besoin de plus en plus de compétences hyper transverses. Donc, c'est un challenge pour tous les développeurs et les architectes, hein, j'ai envie de dire, c'est de réussir à rester à la page quand on voit que le spectre de compétences demandées ne fait que s'élargir. Avant, il y avait quand même pas mal de silos, hein, d'un service, au sein d'un service informatique. Maintenant, il faut pouvoir tout faire. Sans oublier la partie sécurité, mais c'est un autre sujet. Ok, merci. Il nous reste 4 questions. On va essayer d'y répondre. C'est encore un peu de temps, Thomas, pour ceux qui peuvent Hmm. rester. Ouais, Comment ouais, est-ce ouais. que tu fais pour répartir la charge sur les 3 clusters? Alors là, j'ai pas, ouais, je vois je comprends la question. Là, Mm. il y a pas de load balancer qui va rediriger un flux vers l'un ou l'autre des clusters. On pourrait, on pourrait très bien le faire, hein, mettre en place une brique dans l'un des clouders qui va rediriger le flux entrant vers un autre cluster si celui-ci est, est surchargé, mais c'est pas ce qu'on a voulu faire. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Ok. Si on fait Ouais, un projet fichier Terraform, ouais. non, j'avais Si on juste fait un ajouté projet que fichier après, Terraform pour Cloud Provider, vas-y, je te laisse te terminer. pardon, excuse-moi. J'allais juste Vas-y. dire que bon, déjà avec son cluster cube, on a quand même pas mal d'outils pour gérer cette montée en charge, ce scaling, que ce soit au niveau des pods, donc qui sont ici, comme au niveau carrément de la VM. On a la possibilité de scaler automatiquement à grande échelle. On a également la possibilité via un des clouders, pourquoi pas, de déployer un cluster différent dans plusieurs régions. Ça, si vous avez par exemple des clients aux États-Unis, vous déployez votre cluster aux States, et pour des clients français, vous déployez un autre cluster en France. Vous mettez un load balancer entre les deux qui va rediriger le flux suivant l'IP de, 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 de comment dire, l'IP source, et vous aurez un cluster Kubernetes géo redondé, par exemple. Mais après, oui, si on veut aller encore plus loin, on peut tout à fait mettre un, un, un load balancer qui va rediriger vers un cluster cube dans Azure, AWS ou GCP. Ok. Thomas? Merci. Si on fait un projet, non, je ne l'ai pas posé celle-ci, hein. Si on fait un projet fichier Terraform pour chaque cloud provider, est-ce qu'on est vraiment dans une logique multi-cloud? Je te laisse répondre. Et quelle différence avec des solutions comme Red Hat Ansible? Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je vois. Bah là, pour le coup, avec Terraform, on est, euh, on est effectivement sur des scripts différents. Voilà, l'idée c'était aussi là de montrer qu'on ne pouvait pas être du début à la fin sur quelque chose d'agnostique, mais effectivement, au-delà de cette définition de l'infrastructure, après on est agnostique sur l'ensemble du déploiement de l'infrastructure et de l'application. Après,
effectivement, on peut se pencher vers d'autres solutions pour essayer d'atteindre cette agnosticité maximale, ouais, pourquoi pas. Ok. Comment est-ce que tu gères les credentials sur Azure DevOps? Les credentials, donc pour se connecter aux différents clusters, de ça passe par les services connexion hein, que j'ai montré. Hop, tac. Donc, dans service connexion ici, j'ai des informations d'authentification pour mes différents clusters. Puisqu'en fait, lorsqu'on déploie notre application, notre cible, c'est le cluster. Donc, s'il est accessible publiquement, on n'a pas besoin de gérer, par exemple, une connexion à Azure, à AWS ou GCP. Par contre, lorsqu'on déploie notre script Terraform, là, on se connecte vraiment à notre souscription. Et à ce moment-là, on a des credentials d'authentification également au niveau service connexion ici. Par exemple, AWS Connexion. Ok, merci. Y a-t-il un risque de désynchro de version entre les masters managés et les nodes self-managed? Des synchros de version de Kubernetes. Je ne sais pas si Guillaume est encore là. Version de Q. Ah oui. Alors, comment. Alors, je pense que oui. Je pense que oui, parce que ton master, donc il va être mis à jour automatiquement par le Cloudeur. Ensuite, pour les nodes, c'est toi qui as la main sur la montée de version. Donc, ça fonctionne avec un fichier en fait dans le système dans le système d'exploitation qui tourne dans la VM, en l'occurrence Linux. Et le Cloudeur met à disposition ce fichier lorsqu'il y a une montée de version qui est faisable. Après, c'est à toi de demander le redémarrage du node pour que cette version soit mise à jour. Alors c'est automatisable hein, via un outil qui s'appelle Curd, par exemple, qui va scanner en fait la présence de ce fichier et quand il le détecte, si les conditions sont remplies, il va faire le redémarrage du node. Donc je pense que c'est possible d'arriver à cette désynchronisation entre le master, puisqu'il est mis à jour par le cloud provider, et puis nos nodes, si nous on les met pas à jour, je pense que ça peut arriver. À confirmer, à confirmer. Je suis pas certain là-dessus, mais je pense que oui. Ok, une dernière qui vient d'apparaître. Est-ce qu'il est possible pour toi d'avoir une idée du coût global de la démo, en tout cas de ce que tu as mis en place? Les coûts du coup sur les 3 cloud providers différents. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de mettre en place une approche FinOps dans le cadre de ce projet-là ou d'un autre? Comment est-ce que tu Alors traites ça aujourd'hui? ouais, le coût de son infrastructure, alors là, on a alors je vais parler d'Azure parce qu'au niveau pricing, c'est surtout, Azure que je connais, mais, avec AWS, il me semble que c'est pareil. Le coût, du cluster, Kubernetes via une approche, standard, c'est donc la facturation des nodes. Donc, la puissance en fait de calcul, des VM qui sont provisionnées, ici, et le coût du trafic, entrant. Donc forcément, plus on a de nodes, donc plus on a de VM pour héberger nos applications, plus le cluster, coûte cher. Après, il y avait dans Azure une approche, avec des SLA garantis sur le master.
Et là, on a une tarification où on est à 1 € environ par heure d'exécution du cluster. Donc ça peut très vite chiffrer. Là, mes nodes également, il y a une subtilité, c'est que je les ai déployés dans 3 availability zones différents, donc ils sont positionnés sur 3 data centers. Donc c'est aussi quelque chose qui va être un petit peu plus onéreux qu'un déploiement sur un même data center, par exemple. Et au niveau, j'ai dit une bêtise, au niveau du trafic, c'est le trafic sortant qui est facturé, le trafic sortant des nodes, plutôt que le trafic entrant. Donc, c'est le problème d'un cloud provider, hein, c'est qu'avoir une estimation fine de ses coûts, c'est quand même assez compliqué, à moins de le tester et d'y aller petit à petit. Après, il y a plein d'optimisations qu'on peut mettre en place, hein. C'est faire du scaling sur les nodes pour redescendre à 0 ou 1 node, par exemple, la nuit, s'il y a pas de trafic la nuit, voire, il est possible d'arrêter complètement le cluster également pour, par exemple, des clusters de dev qui ne vont pas être utilisés, en dehors de la journée. Donc on a ce type de stratégie qu'on peut mettre en place, ouais. Ok, bon, merci beaucoup, on a fait le tour. OK, cool. J'espère que Donc, ça vous a plu. donc la session est enregistrée, logiquement, et sera disponible sur le site francedevops.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour également, comme j'ai dit avant la présentation, pour voir les prochains webinaires qu'on organise. Thomas, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Bon Merci après-midi. À Thomas. bientôt. Bon après-midi. Au Salut. revoir à tous. Merci. Au revoir.